édition du journal sur Héritage Télévision. Bienvenue à tous, voici le titre. Aucun magasin appartenant aux Indiens n'a ouvert ses portes ce mercredi au centre-ville de Lubumbashi. À la base, le décès en Inde de Joël Malou Shindani alors qu'il était en garde à vue dans un poste de police. Djangwa, un site de prière situé au quartier Kra dans la ville de Lubumbashi. Plusieurs chrétiens fréquentent ces lieux à la recherche des solutions aux multiples problèmes de la vie. Reportage des Jean Bayou à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. À la une de l'actualité, après l'Assemblée nationale, le Sénat vient d'autoriser pour la 5e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours d'une plénière organisée par visioconférence sous la présidence de Modeste Batilou Kwebo que je vous prie de suivre dans cet extrait choisi par Thierry Kibombe. Sur 80 participants à la séance plénière d'aujourd'hui, 78 sénateurs ont voté pour. 2 sénateurs ont voté contre. Aucune abstention. Par conséquent, le Sénat adopte le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce projet de loi sera transmis aujourd'hui même à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Sur ce même chapitre, le boycott de la plénière d'hier mardi par certains députés nationaux est distinctement analysé par des acteurs politiques de Lubumbashi. Pour certains, ces députés doivent autoriser la prorogation de l'état de siège en vigueur pour débouter les forces négatives. Les autres estiment par contre que l'armée devrait continuer avec les opérations militaires alors que l'administration retournerait aux mains des civils. Mandela Longa nous en dit plus. Environ 100 députés nationaux n'ont pas pris part à la plénière du 3 août 2021 consacrée à la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À Lubumbashi, les politiques restent divisés sur la question. Pour Patrick Kafwimbi, cadre de l'UDPS, et Mirindi Kato de la PLJ, ces députés n'ont pas raison de boycotter la plénière. L'Assemblée nationale a le plein pouvoir de proroger l'état de siège pour mettre fin à cette insécurité cyclique. Je pense que l'état de siège doit être prorogé et on pouvait aboutir à un terrain d'entente avec ceux qui faisaient cette réclamation. Parce que, au bout du compte, lorsque vous boycottez, ceux qui sont là, ils restent, ils sont majoritaires et ils vont passer au vote. Et cette question va passer. Je pense que ce n'est pas la solution. C'est vraiment étonnant. C'est un cas scandaleux parce que ce qui passe avant, c'est d'abord arriver à conquérir notre dignité à travers la conquête de la paix. C'est une histoire qui ne se donne pas comme ça. Il aurait été sage de leur part, même plus responsable, même plus député, d'accepter d'abord la prorogation, puisqu'il y avait urgence. S'il fallait évaluer entre-temps qu'est-ce qui se fait sur le terrain, vous imaginez, nous apprenons qu'il y a même d'autres groupes armés qui se sont créés. Donc c'est un complot très profond auquel il faut faire très très attention, il faut tout donner dedans pour espérer obtenir quelque chose. Alix Ndunga, cadre du PPRD au Katanga, ne partage pas cet avis. Il estime que l'état de siège a montré ses limites. Il propose cependant un retour à l'administration civile. Il n'y a pas d'avancement. Parce que dans la Constitution, quand on accepte à l'Assemblée nationale un état de siège, quand on vote cet état de siège, c'est que on sous-entend mettre fin aux certains actes de vandalisme. Mais il s'est fait que depuis que cet état de siège existe, il y a toujours des massacres, il y a toujours des problèmes. Entre-temps, cette administration militaire, parce qu'on se croit que c'est une administration stricte,
C'est une administration qui se focalise vers les opérations militaires pour mettre fin à ce que les civils n'ont pas fait. Il se fait aussi que l'administration normale, c'est-à-dire l'administration publique des civils, est arrêtée. Et au même moment, on ne doit pas observer ces deux crises. Tant mieux alors de retourner dans l'administration normale et laisser les opérations militaires travailler normalement, parce que on pouvait peut-être voir ces actes de criminalité se limiter pour l'intérêt du peuple congolais. Mardi 3 août, l'Assemblée nationale a autorisé une 5e prorogation de l'état de siège dans ces deux provinces touchées par l'insécurité. Parlons santé à présent. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a annoncé que son pays fera un don de 9 millions de vaccins Covid-19 dans le monde. La République démocratique du Congo est parmi les bénéficiaires. Ces lots permettront la couverture des besoins en 50 doses. Récit. Le Royaume-Uni s'est engagé à offrir un total de 100 millions de vaccins jusqu'en juin 2022, dont 80 millions à l'initiative COVAX. 9 millions de doses de vaccins seront offertes dans le cadre de la coopération bilatérale et par l'intermédiaire de la facilité COVAX pour aider à lutter contre le coronavirus à l'étranger, dit un communiqué officiel. Le COVAX les distribuera d'urgence aux pays à faible revenu par le biais d'un système d'allocation équitable qui donne la priorité à la fourniture de vaccins aux personnes qui en ont le plus besoin. La République démocratique du Congo, quant à elle, recevra bientôt 51 840 doses. Une prochaine livraison dépendra de besoins exprimés par le gouvernement en place, dirigé par Jean-Michel Samaloukonde. D'après le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, le Royaume-Uni envoie 9 millions de doses de vaccins AstraZeneca, le premier lot des 100 millions de doses que nous avons promises pour vacciner d'urgence les régions les plus vulnérables du monde. Nous faisons cela pour aider les plus vulnérables, mais aussi parce que nous savons que nous ne serons pas en sécurité tant que tout le monde ne le sera pas. Le coût de ces dons a été financé par l'aide britannique au développement à l'étranger et dépassera, si nécessaire, l'objectif des 0,5% du produit national brut fixé pour l'aide publique au développement. Depuis le début de la vaccination en RDC le 19 avril dernier avec le vaccin AstraZeneca, 81 910 personnes ont été vaccinées dans 13 provinces jusqu'au 10 juillet de l'année en cours. La vaccination est suspendue, les stocks du vaccin AstraZeneca disponibles ayant dépassé sa date de péremption. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 50 793 cas confirmés. Au total, il y a eu 1045 décès et 30 043 personnes guéries. Je le disais dans les titres, dans la province du Haut-Katanga, les opérateurs économiques indiens ont fermé les portes de leurs boutiques. Aucun magasin appartenant aux Indiens était en activité ce mercredi au centre-ville de Lubumbashi. Parmi les raisons à la base de cette situation, le décès d'un étudiant congolais en Inde. Un constat d'Israël Mteba. La situation n'est pas à son quotidien ce mercredi qu'à Trou au centre-ville de Lubumbashi. Les opérateurs économiques indiens ont décidé de fermer leurs magasins. À encore les témoignages, ces commerçants sont frappés par la peur d'un potentiel pillage et manifestation des colères du peuple congolais. Ces tensions, c'est à propos du meurtre de ces Congolais en Inde. C'est pourquoi les gens ont voulu répliquer en attaquant les Indiens. Alors par peur, ils ont fermé leurs magasins. Ces tensions ont été observées depuis la matinée et les services de l'ordre, notamment l'armée et la police, ont été placés dans les environs. Tout a commencé depuis 9 heures. Il y a eu de crépitements de balles. Mais de notre côté ici, on n'a pas voulu de ces mouvements parce que c'est ça notre travail. On ne peut pas tolérer qu'on vienne nous embrouiller dans notre travail. Pour l'heure, l'atmosphère est plutôt calme et les activités, outre celles indiennes, évoluent normalement. Dans le reste de l'actualité, ici en Provence, le gouverneur Jacques Tiaboula-Katoué a eu une séance de travail ce mercredi 4 août au gouvernorat de Provence avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo-Katanga, conduit par leur président Patrick Moulinde. Au cœur de leurs échanges, la situation des transporteurs de grands camions qui ont amorcé leur mouvement de grève depuis cela 3 jours. À l'issue de cette séance de travail, le président de la FEC au Katanga, Patrick Moulinde, s'est exprimé dans ses propos recueillis par Esther Dur et Basile Bilalé. Cela fait plus de 48 heures que tous les camions, tant à l'import qu'à l'export, n'ont quasiment pas bougé. La situation, comme vous le savez, était assez difficile et précaire.
D'autant plus que pendant cette période, vous comprenez que quand les camions ne bougent pas, ça affecte d'une manière directe les recettes publiques également. Parce que les recettes publiques, évidemment, sur le plan douanier. Donc il était impérieux pour le gouverneur de comprendre effectivement qu'est-ce qui était à la base de cet arrêt. La mairie a institué par un arrêté du maire la perception d'un péage urbain. Il y avait des contestations dans le chef des transporteurs routiers par rapport à l'application de cette disposition légale. Donc la légalité même de cette taxe existe effectivement dans la nomenclature, mais son application n'est pas conforme à ce qu'a prévu le législateur. Voilà les divergences qu'il y avait entre le comité des transporteurs qui estimait que cette taxe était appliquée de manière sélective et discriminatoire, parce qu'elle concerne tout le monde, mais qu'il n'y a qu'une catégorie qui y est assujettie. Voilà ce qui a conduit à ce malaise. Et il était important, étant donné que ça prenait une situation qui risquait de s'enliser, qu'on puisse faire appel au gouverneur pour pouvoir arbitrer cette situation afin de trouver une accalmie et reprendre des activités économiques de manière normale. Dans un autre chapitre, le gouverneur de Provence, Jacques Kaboula Katoué, a visité ce mercredi l'usine de production d'oxygène des Sofrater. L'exécutif provincial veut appuyer cette usine en vue d'augmenter sa capacité de production en oxygène au profit des patients touchés par la Covid-19 en Provence avec sa courbe ascendante due à la troisième vague. Un reportage de Basile Bilali. Les cas de Covid-19 augmentent de plus en plus en province avec sa troisième vague plus virulente que la deuxième. Le Haut-Katanga a plus besoin d'oxygène dans la prise en charge de ces malades frappés par le coronavirus. Voilà pourquoi le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, accompagné de son vice-gouverneur et de son ministre provincial de la Santé publique, a visité l'usine de Sotrafer. Jacques Kaboula Katoué a été conduit à l'usine de production d'oxygène où il a visité toutes les machines, le compresseur, l'expansion engin, la colonne de contrôle, le MS batterie, jusqu'au remplissage des tubes. Cette usine a une capacité de 100 bouteilles d'oxygène par jour, une production jugée faible au regard des besoins de la province du Haut-Katanga. C'est pourquoi le gouverneur veut bien voir cette production augmenter pour bien couvrir tous les hôpitaux. La situation étant critique, chaotique encore, il faut dire. Sur terrain, il y a beaucoup de cas de Covid, il y a beaucoup de malades qui sont internés, qui ont besoin d'oxygène. Et donc, nous sommes venus voir la ligne de production d'oxygène et s'imprégner aussi des difficultés, de sorte que nous puissions y veiller, de sorte qu'il n'y ait pas de difficultés et que la société travaille comme il se doit, qu'elle augmente la production. Et donc nous avons demandé à la société de tout faire pour multiplier la production par deux et nous permettre de faire face. L'autorité provinciale appelle pour la énième fois la population du Haut-Katanga au respect des gestes barrières. Observer des mesures barrières telles que ça a été annoncé par le chef de l'État. Nous avons besoin de voir tout le monde en bonne santé. Pour faire face à cette troisième vague de Covid-19, il faut que les gens soient tous informés et prennent conscience du danger qui nous guette. L'exécutif provincial que dirige Jacques Kaboula Katoué s'est déjà engagé dans la lutte contre le coronavirus avec une sensibilisation tout azimut afin de protéger tout le Haut-Katanga appelé à observer. Je le disais également dans les titres, Djangwa, un site de prière situé au quartier Kra dans la commune de Kampemba. Plusieurs chrétiens de la ville de Lubumbashi fréquentent ces lieux à la recherche des solutions aux multiples problèmes de la vie. Ce mercredi, nos reporters sont allés à la découverte de cet endroit. Un reportage de Jean Bayo. Sous cette verdure se cache un mystère que nombreux, principalement les chrétiens, ont découvert. Des jours comme des nuits, des groupes de personnes s'y rendent pour d'intenses prières et jeûnes. Djangwa est, pour ceux qui s'y rendent, un endroit consacré par Dieu. On y va pas seulement prier, la plupart en sortent avec des solutions à leurs multiples problèmes. Yvette y est venue prier. Ici, c'est une montagne de solutions. Quand je viens avec l'objectif de trouver une solution ou une réponse, ici, je veux toujours en trouver, par la foi. Elle se rend régulièrement à cet endroit pour lequel elle a aujourd'hui beaucoup de témoignages. Mais venir ici à Djangwa n'est pas une assurance. Seuls ceux qui y viennent avec foi trouvent un soulagement.
Si quelqu'un vient ici avec doute ou hypocrisie, en connaissance de son état indigne, jamais il ne trouvera des solutions. Des centaines de louchois fréquentent ces lieux. Ils passent des journées entières, voire des nuits. Certes, dans la présence des dieux, mais dans de mauvaises conditions. On n'a pas de toilettes ici. Vous voyez des gens, tous ceux qui sont là en souffrent. Puis la brousse, c'est de l'insécurité, surtout pendant ces temps de kidnapping. Djangwa est un site de prière ouvert à tous les chrétiens. Il se situe au quartier Kra, dans la commune de Kampemba. Ici, ceux qui ont la foi ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Avant de prendre la revue de presse, prenons le rappel de titres. Aucun magasin appartenant aux Indiens n'a ouvert ses portes ce mercredi au centre-ville de Lubumbashi. À la base, le décès en Inde de Joël Malou Shindani alors qu'il était en garde à vue dans un poste de police. Vous avez suivi les explications d'Israël Mouteba. Djangwa, un site de prière situé au quartier Kra dans la ville de Lubumbashi. Plusieurs chrétiens fréquentent ces lieux à la recherche des solutions aux multiples problèmes de la vie. Vous avez suivi le reportage de Jean Bayo. La revue de presse, c'est dans un instant. Il est déjà avec moi sur ces plateaux, Dantita, bienvenue. Merci Ruth. À la une de votre revue de presse, crise catholique, UDPS, Fachi interpellé. Oui, et crise catholique, UDPS, Fachi interpellé. Titre Congo Nouveau, alors on peut lire dans cet article, depuis quelques jours, une guerre verbale s'est installée entre l'Église catholique et Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, le parti présidentiel. Tout est parti de la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, le régi par les catholiques de Denis Kadima, candidat côté proche du chef de l'État, a suscité la colère des combattants de l'UDPS. Il s'en est suivi des critiques formulées contre l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, par les secrétaires généraux du parti présidentiel. La crise entre les deux partis a atteint le paroxysme le dimanche 1er août, rappelle ses quotidiens, avec l'attaque de l'archevêché et de la résidence du cardinal Ambongo par des jeunes non identifiés. Pour ce faire, des observateurs de la scène politique congolaise croient que le locataire du palais de la nation devrait s'adresser à ses compatriotes pour calmer les esprits. Bien plus, des analyses estiment que le chef de l'État devrait rappeler à l'ordre certains cadres de son parti. Dernier titre de ces journaux, après le point de presse conjoint, Sanko et Sissi, la réplique des Dodo Kamba. Oui, c'est un titre à lire à la page 2 du journal L'Avenir. Le représentant légal de l'église de réveil du Congo, les prophètes Israël de Dokamba et les 5 autres chefs des confessions religieuses étaient hier, mardi 3 août, devant les professionnels de médias au siège de la commission des médiations et intégrité électorale. La désignation controversée des délégués de la composante confession religieuse à la commission électorale nationale indépendante a fait l'objet de ces face-à-face avec la presse. Et Dodo Kamba, qui avait promis ses rendez-vous à la presse, n'a pas caché son mécontentement. Pour lui, à ce stade, il n'est plus possible que le chef religieux se retrouve pour aplanir leurs divergences. Il faut plutôt passer à autre chose. Le journal qui titre de son côté « Désignation du président de la CENI, Fachi appelé à rompre son silence ». Les combattants ne sont pas habitués à les voir silencieux lorsque ça brûle. Depuis son investiture, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a l'habitude de se prononcer publiquement sur différents sujets qui préoccupent la population. Étonnement, depuis le début du processus de désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, il est devenu aphone. C'est alors qu'à la suite de l'échec des confessions religieuses a trouvé un consensus autour du candidat président de la centrale électorale. L'Église catholique est devenue la cible d'attaques à Kinshasa, où son archevêché et la résidence du cardinal Fridolin Ambongo ont été attaqués par des jeunes en colère. Le vrai modérateur, le journal du groupe des presse Héritage, qui écrit « Les confessions religieuses s'étirent à boulet rouge », la réplique des 6
de la plateforme et confessions religieuses ne s'est pas fait attendre 24 heures après la conférence de presse des églises catholiques et protestantes, c'est le mardi 3 août, que le groupe de Dodo Kamba qui a rejeté les allégations de ces menaces et corruption visant à imposer un candidat. Désormais, les deux groupes opposés de la société civile ne se font plus de cadeaux. Ils étaient en tout cas jamais imaginé le principe de l'Église descendre aussi bas pour le triomphe du temporel. Alors de l'autre côté, on va terminer par Forum des As qui écrit dans son éditorial: ni l'homme vertueux, ni l'homme d'État, on savait la vertu organisant depuis de l'illustre dans l'écosystème politique zaïro-congolais. On comptait sur les confessions religieuses pour la revivifier. Pas sûr, hélas, que le père spirituel officialisé soit de modèle des vertus. On témoigne la polémique en cours entre l'aile centre interdiocésain et l'aile cimée, de clashs qui n'ont rien à envier au ping-pong entre acteurs politiques. Pour les coups, le leader décrocherait en tout cas la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en tennis de table appelé aussi ping-pong. Inutile de rechercher la sagesse inhérente aux confessions religieuses dans ces chamailleries autour du temporel. Or, la sagesse, renseigne Socrate, est la première de toutes les vertus. Elle est la vertu même, c'est d'elle que naissent la tempérance, la sagesse, bref, de qualités qui, en plus de la neutralité supposée, ont poussé les plénipotentiaires du dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud à confier à la société civile la direction de la CENI et plus particulièrement à la subcomposante confession religieuse ajoutée aux précédentes controverses. Les échanges en cours fort peu orthodoxes entre les deux camps ne valident pas l'option de la classe politique. Le chef de confession religieuse s'est comportant comme des hommes politiques, soutane ou chemise pastorale en plus. Très belle revue de presse signée Donchita. Merci et à très vite. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.